13 juillet 1967. La 13e étape du Tour de France part du port de Marseille. Il fait plus de 40 degrés. Et voilà qu'après 170 km de course, il faut affronter le mont Ventoux. À quelques centaines de mètres seulement du sommet, un coureur vacille. Et malgré les efforts du public qui le remet en selle, il finit par s'effondrer. Il était champion du monde, le premier Britannique à enfiler le maillot jaune, un coureur flamboyant. Le vélo est ma vie, affirmait-il. Il ne savait pas que ce serait aussi sa mort. Tom Simpson est né à Asvel, dans le comté de Durham, une région minière noire et grise au ciel bas et à l'air chargé de particules. Il est né le 30 novembre 1937, quand les mines étaient à leur apogée, quand la Grande-Bretagne était encore une nation industrielle, une immense usine à ciel ouvert. Un père mineur, une maison modeste, semblable à toutes les autres dans un lotissement ouvrier, et une enfance marquée par les pénuries de guerre. De ses jeunes années, le petit Tommy a conservé un souvenir qui le guidera inconsciemment à la recherche de l'air pur et à la recherche de l'argent. C'est à l'âge de 12 ans que Tommy monte pour la première fois sur un vélo. C'est une découverte, une joie, une évasion. Comme son frère s'inscrit dans le club cycliste d'Arworth, il fait de même. Il a déjà son sourire espiègle, son caractère facétieux et sa bouille de gentil garçon. Son modèle, c'est Fausto Coppi, le grand champion de l'époque. En Angleterre, quand il avait 15-16 ans, on avait l'habitude de l'appeler le Coppi de poche, car il avait vraiment des tripes, beaucoup de cran. Et parfois, quand personne ne prenait l'initiative, il était toujours le premier à attaquer. Si le modèle de ces jeunes passionnés de cyclisme est italien, c'est parce que l'Angleterre n'a pas de grands champions. Les nations de la petite reine sont d'abord la France, l'Italie et la Belgique. Tandis que le Tour de France voit le jour en 1903 et provoque l'enthousiasme de la population qui s'amasse le long des routes, les Anglais doivent attendre 1945 pour qu'un Tour de la Grande-Bretagne soit créé sans jamais susciter les passions nationales. C'est dans ce contexte que Simpson fait ses premières compétitions. Il avait 15 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois au championnat d'Angleterre des 25 miles. Il était le seul à avoir des vitesses avec moi. Les autres n'en avaient pas. Ils avaient des plateaux fixes, comme pour la piste. Je lui ai demandé « Comment ça se fait que tu as des vitesses ?» Et il m'a dit « Un jour, je ferai le Tour de France. » Un idiot aurait pu le deviner. La bicyclette remédie à notre lenteur et supprime notre fatigue. L'homme est maintenant pourvu de tous ses moyens. La bicyclette est un perfectionnement de son corps lui-même. C'est une paire de jambes plus rapides qu'on lui offre. Lui et sa machine ne font qu'un. Ce ne sont pas deux êtres différents comme l'homme et le cheval, deux instincts en opposition. Non, il n'y a pas un homme et une machine. Il y a un homme plus vite. Maurice Leblanc. Le jeune Simpson devient le meilleur coureur de son club et à l'âge de 17 ans, le meilleur de sa catégorie dans tout le pays. À tel point que le voilà sélectionné pour les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Concourant dans la discipline de poursuite par équipe, il arrache une médaille de bronze derrière les équipes italiennes et françaises. Sa carrière est lancée. En 1958, au championnat du monde de poursuite, il se paye le luxe de battre le champion sortant en quart de finale. Il n'ira pas plus loin. Après une chute violente où il se casse la clavicule et le maxillaire, il dispute tout de même la demi-finale dans un état lamentable et se fait naturellement battre à plat de couture. Tout Tom Simpson est là, dans cette anecdote. Il est celui qui serre les dents, qui poursuit son effort au-delà de sa douleur, au-delà du raisonnable. Mais pour lui qui rêve d'une grande carrière de coureur, les îles britanniques sont trop petites. Si tu viens pour 2 saisons en France ou en Belgique, tu feras un bon professionnel. C'est ce que Tom m'a dit. Et c'est toujours vrai. L'Angleterre, c'est le lycée, mais les études supérieures, c'est sur le continent. En février 1959, il débarque donc à Saint-Brieuc avec seulement 100 livres en poche. Il est d'abord accueilli dans la famille Murphy. Robert Murphy est alors le champion de Bretagne et le club de Saint-Brieuc le meilleur de toute la région. Quand il est arrivé en France, il a été contraint de signer une licence de coureur cycliste. Et en signant cette licence, eh bien, on l'a classé dans les plus basses catégories. On ne savait pas comment le classer, il était inclassable. On le met en 4e catégorie
Et là, alors, il commence une étourdissante tournée. Il gagne devant 80 coureurs dans une localité qui s'appelle La Chaise. Il gagne à Moron, il gagne à droite, il gagne à gauche. On le met dans la Route de France. Il gagne une étape dans la Route de France. L'équipe Geminiani-Saravel le met dans la formation pour disputer le Tour de l'Ouest. Le Tour de l'Ouest était la deuxième épreuve après le Tour de France. Il y réalise des exploits tous les jours. Et sortant du Tour de l'Ouest, il avait une très bonne préparation, il termine 4e des championnats du monde. Alors il faut un peu situer sa valeur. Vous vous rendez compte, il arrive complètement dans le bas de l'échelle et il est au sommet déjà de la pyramide au sortir de la saison 4 mois plus tard. Ça, c'est extraordinaire. Le Paris-Roubaix 1960 est son acte de naissance médiatique. Avec une échappée à 40 km de l'arrivée et un sens de l'à-propos qui lui fait rouler sur les trottoirs pour éviter les pavés, il attire le regard des télévisions, des journalistes et des managers. Durant 30 km, cet intrépide, à peu près inconnu du grand public, reste seul en tête. À l'arrivée, Simpson n'a pas gagné, mais l'Enfer du Nord l'a révélé au grand public. Pour la première fois, il est interviewé en direct à la télévision. À 5 km de l'arrivée, j'ai cuit. J'avais mal à la face. J'ai cuit, oui. Voyez-vous, Simpson a d'abord appris l'argot avant d'apprendre tout à fait le français, mais en tout cas, je dois vous signaler que l'homme que vous voyez devant vous est un très très grand coureur. Vous entendrez probablement encore parler de lui bien souvent. Le journaliste ne se trompait pas. Quelques mois plus tard, Tom Simpson remporte sa première grande épreuve professionnelle, le Tour des Flandres. Dès lors, il est de toutes les épreuves. Salué pour son énergie, sa générosité et son allant, mais pas pour sa gestion de l'effort, ni son intelligence de la course. Il est capable de se griller pour avoir le plaisir d'arriver le premier en haut d'un col. Il est fougueux, il n'écoute que lui. Il passait à l'attaque. Soit il entraînait un groupe avec lui, soit il partait seul. Il disait qu'attaquer était la meilleure de toutes les formations. Et s'il était repris, il attaquait de nouveau. C'est pour ça que c'était un bon coureur, un coureur de grande classe. Il roulait très fort, c'était un battant, c'est un coureur qui aimait aller de l'avant, qui aimait aller créer donc, le danger à l'avant de la course. Il fait partie donc, des plus grands champions que j'ai côtoyés dans le milieu de vélo. En 1963, il explose, 11 fois premier. En 1964, il se paye la Primavera, le Milan-San Remo, une des plus belles classiques, avant de s'éclipser discrètement, car il s'est engagé pour une course en Bretagne pour le lendemain et doit vite prendre son avion. D'un podium à l'autre, d'un circuit à un autre, il enchaîne les courses à un rythme d'enfer et se repose mal dans les bus ou les avions. Ce qui change, ce sont aussi les autographes, la gloire et l'argent. L'argent qui permettait donc de passer un cap se gagnait donc dans les critériums. Et à l'époque, donc, dans les années 65, 70, il y avait en France 180 critériums, plus les critériums en Italie, en Espagne. Et pour mon cas personnel, quand je faisais un critérium, ça équivalait à 2 mois de salaire. Et Simpson gagnait très bien sa vie dans les critériums parce qu'il plaisait aux organisateurs, il faisait le spectacle et puis il était en plus facétieux. Il sait effectivement se mettre en scène, ce qui est relativement rare pour des cyclistes. Les cyclistes, on les voit, quelle image ils donnent à voir ? Ils donnent à voir l'image du cycliste laborieux, du mec qui va gagner Paris-Roubaix, qui est obligé de prendre une douche, qui est rempli de boue, etc. Il est beaucoup plus classe. Lui, il veut présenter parce qu'il comprend l'enjeu médiatique de l'affaire. Il joue avec son image de Britannique jusqu'à la caricature. Quel showman! Le voici en Belgique, conduisant sa voiture de collection. Un véritable excentrique, un dandy décalé. Cet Anglais fantasque aime rire sans doute, mais aussi être reconnu et aimé. Simpson, c'est un sacré numéro, un champion atypique qui attire tout de suite l'affection. En 1965, c'est la consécration. Le 5 septembre, il décroche le titre de champion du monde à San Sebastian avec panache. Ces victoires ont un grand retentissement en Grande-Bretagne. Le pays tient enfin son champion et revient au sport cycliste qu'il avait trop longtemps dédaigné. L'argent, la gloire, une femme qu'il aime, 2 petites filles, une belle petite famille. Le fils du mineur a enfin pris sa revanche sur la pauvreté et sur les années noires de sa jeunesse. On pourrait croire Simpson comblé. Et pourtant, il lui manque quelque chose. Ce qu'il convoite sans pouvoir l'atteindre, c'est le Tour de France. On peut être un champion, mais pour rentrer dans la légende, il faut gagner la grande boucle.
C'était un coureur très, très complet. Le seul drame qu'il avait, c'est qu'il était anglais. Et quand on était anglais, on n'avait pas de structure cycliste importante, prépondérante. Donc, quand il participe à son Tour de France en 1961, il est dans l'équipe d'Angleterre. Et comment se comporte cette équipe d'Angleterre? Eh bien, il y a un coureur qui descend et qui abandonne tous les jours. Et Simpson se retrouve tout seul. 29e en 1960, il doit abandonner en 1961, après une chute lors de la 3e étape. En 1962, en revanche, sous les couleurs des marques Le Rouge Gitane, il s'empare du maillot jaune à Saint-Gaudens. Il le perd le lendemain, mais qu'importe, il est le premier Britannique de l'histoire à porter le Yellow Jersey. C'est une révolution quelque part, et c'est une révolution en Angleterre, en vrai, maillot jaune du Tour de France. Quand vous parlez dans le monde entier à caractère planétaire d'une course cycliste d'une seule, c'est le Tour de France. Et d'un seul coup, en Angleterre, on s'aperçoit que c'est un Anglais qui prend le maillot jaune et qui est donc au devant de la scène mondiale. Mais il ne gagne pas le Tour cette année-là. Il termine 6e au classement général et manifeste son émotion lors d'un tour d'honneur à Paris. Un bouquet dans les bras et des larmes dans les yeux. Ce sera son meilleur résultat sur le Tour de France. Non seulement il ne parvient pas à apprivoiser la grande boucle, mais il se met aussi à dos les organisateurs du Tour. Il a révélé des choses qu'on ne doit pas dire. Il avoue pratiquer le doping. On ne disait pas encore dopage à l'époque. Et dévoile ses secrets de famille qu'il ne convient pas d'exposer en place publique. 2 Italiens sont entrés dans la chambre et il y a eu une engueulade avec Tom à propos d'une boîte à peu près de cette taille. Et au bout d'une demi-heure, ils sont tombés d'accord sur un prix. Quand ils sont partis, Tom m'a dit « C'était dur. Tu vois cette boîte? Elle m'a coûté 800 livres. » J'ai dit « Quoi? » C'est ma ration pour l'année prochaine. Il avait fait ses provisions pour l'année à venir. C'était la clé pour gagner les titres. C'était quelque chose de commun. Tout le monde le faisait. En 1967, Tom Simpson remporte Paris-Nice. Mais c'est pour se mettre en jambes, car il a le Tour de France en ligne de mire. En 1967, on sait que le meilleur coureur, qui est Jacques Anquetil, ne pourra pas participer. Et donc, Simpson, il se dit, c'est l'année. Il m'a expliqué que lui et sa femme avaient acheté un terrain en Corse. Il prévoyait d'y construire un hôtel. Il m'a dit, c'est l'une de mes dernières chances. J'ai besoin de 20 000 livres. Si ça marche pour moi au Tour de France, que je gagne quelques courses, je pourrais gagner cet argent cette année. Le 13 juillet, alors que l'on va disputer la 13e étape, Tom Simpson est 7e au classement général. Le maillot jaune lui échappe. Mais il peut encore rêver à une place sur le podium avec quelques coups d'éclat. La 13e étape fait 211 km. Elle part de Marseille pour arriver à Carpentras avec une difficulté de taille, le mont Ventoux, ce géant de Provence. Or, Tom n'est pas au mieux de sa forme. D'après les échos que nous avions par son équipe, ça faisait quelques jours qu'il ne pouvait plus s'alimenter en dur, donc il s'alimentait au goutte à goutte. Quand on connaît les efforts qu'il faut faire dans un Tour de France, tout le monde sait que si on n'est pas au maximum de ses possibilités, on frôle la catastrophe. La nuit d'avant, il a eu un problème. Il s'était blessé dans les Alpes. Il avait un problème à sa jambe. Il était très déprimé. Dans la soirée, on a dû l'aider dans les escaliers. Il ne voulait rien manger. Je lui ai dit, mange quelque chose, mange de la soupe. Il a mangé la soupe, il est allé aux toilettes et il a dégueulé. Le lendemain, à Marseille, il a mangé tout son repas, sans problème. Il était d'excellente humeur. Il riait. Tous les journalistes le photographiaient en train de sauter du bateau sur le port de Marseille. Il fait chaud ce 13 juillet. Très chaud. L'étape s'annonce dure. Très vite, la chaleur devient insupportable. Plus de 42 degrés. La canicule. Or, les règlements à l'époque interdisent le ravitaillement en eau, en se fondant sur des théories médicales erronées. Ceci venait du fait que l'on avait constaté que la sueur était salée,
On savait que l'organisme humain a besoin de sel pour vivre, de sels minéraux et notamment le sodium. On se disait, à l'effort, on transpire, donc on perd beaucoup de sodium, donc l'organisme va s'affaiblir. Donc pour ne pas perdre beaucoup de sel, il faut moins perdre d'eau, et on perdra moins d'eau si on boit moins. Donc les coureurs étaient tous déshydratés, plus ou moins déshydratés. Les coureurs réagissent depuis longtemps à cette règle absurde en se livrant à une chasse à la canette. 15 kilomètres avant les pentes du Mont Ventoux, il y avait un café au bord de la route. 5 d'entre nous avons sauté de vélo pour nous précipiter à l'intérieur. J'ai piqué 4 bouteilles, une que j'ai glissée dans mon col et les 3 autres dans ma poche arrière. Parce que le peloton s'économisait avant l'ascension du Mont Ventoux, je n'ai pas eu de difficulté à le rattraper et retrouver Tom Simpson, qui était le mec le plus important de ma vie. J'ai attrapé la bouteille dans mon dos, je l'ai regardée et j'ai dit à Tom, « C'est pas pour toi ». J'allais l'acheter quand il m'a dit, « Donne-moi ça, je manque de tripes aujourd'hui ». Et il a pris une grosse rasade de cognac et acheté la bouteille dans un champ de maïs. Mauvais choix. La chaleur, l'effort, l'alcool et les médicaments ne font pas bon ménage. Sur le bord de la route, les spectateurs voient passer Tom Simpson, défiguré par l'épreuve, livide, blanc comme un linge. C'est alors qu'apparaît la face terrible du Mont Ventoux, qu'il faut maintenant franchir pour rejoindre Carpentras. Le Ventoux est un dieu du mal auquel il faut sacrifier. Véritable Moloch, despote des cyclistes, il ne pardonne jamais aux faibles, se fait payer un tribut injuste de souffrance. Physiquement, le Ventoux est affreux, chauve. Il est l'esprit même du sec. Son climat absolu en fait un terrain damné, un lieu d'épreuve pour le héros, quelque chose comme un enfer supérieur où le cycliste définira la vérité de son salut. Roland Barthes. Dans la montée du Ventoux, le Britannique tente d'attaquer mais ses jambes ne suivent pas. Il est lâché par le groupe de 4 coureurs dans lequel il figurait en avant du peloton. Il pédale comme un automate, dans un état semi-comateux. Lucien Aymar, qui le rattrape à 3 km du sommet, voit que cela ne tourne pas rond. J'ai rejoint donc Tom Simpson. On m'avait passé des bouteilles de coca dans des bidons. Et j'ai tendu quelquefois donc, le bidon à Tom Simpson. Et il roulait à côté de moi, il me répondait pas. Il avait le visage et les yeux fixés donc, sur la route. Et par moment, donc, quand je voulais souffler un petit peu, Simpson arrivait, il accélérait. Il me passait devant, il me prenait 2,50 m. Et je me souviens de lui avoir dit à plusieurs reprises, « Tom, fais pas le con, reste dans la roue ». Mais il ne me répondait pas. Simpson ne lui répond pas. Il n'est déjà plus tout à fait là, comme le constate le commentateur de l'étape. Tom Simpson a complètement disparu dans cette histoire. L'impression qu'il doit se passer quelque chose. Ah, signifie qu'il y a eu un accident de Tom Simpson, nous dit-on. J'ai entendu la foule qui s'est mise à crier. Et la foule donc a vu le coureur tomber. Et à ce moment-là, moi j'ai continué ma progression pour passer donc, le Ventoux. Et là-dessus, c'est là que j'ai appris que Tom Simpson donc, était tombé une première fois. Simpson rassemble ses forces pour apostropher les spectateurs qui viennent l'aider. « Put me right on my bike » « Remettez-moi sur mon vélo » Il est aux portes de la mort et il s'entête. On le pousse sur une centaine de mètres, mais il ne peut plus avancer. Et s'écroule à nouveau. Quand je suis arrivé 1 ou 2 minutes après, le docteur Dumas était en train de lui faire du bouche à bouche. J'ai écarté la foule. Que se passe-t-il? On m'a dit, il ne respire pas. Alors Taylor, mon directeur sportif, m'a alpagué. Va, finis la course. On ne va pas perdre 2 coureurs le même jour. Tom Simpson ne revient pas à lui. Après 1h30 de massage cardiaque, il est évacué par hélicoptère, mourant, sur l'hôpital d'Avignon. Et arrivé donc au Tour de France à Carpentras, l'étape, on nous signale que Tom Simpson a abandonné le Tour et ça avait beaucoup choqué donc les amis, sachant qu'il avait abandonné parce qu'il était épuisé. Et sur le coup, entre 11h et 1h du matin, on a appris qu'il était mort. Donc ça nous a fait plus qu'un coup, oui. Je n'arrivais pas à le croire. Personne ne parlait dans l'hôtel.
Il y avait 3 équipes dans l'hôtel et tout le monde restait silencieux. Le lendemain, le 14 juillet, le Tour est en deuil. 1 minute de silence est observée avant le départ. Ce jour-là, tout le monde s'est mis d'accord, la victoire ira à un Britannique, Barry Oban, le coéquipier du défunt qui partageait sa chambre. Il passe la ligne d'arrivée et se met à pleurer sans pouvoir répondre aux interviews. Cette victoire, elle est pour Tom, le champion qui n'est jamais parvenu à s'imposer dans la grande boucle. Le permis d'inhumer ayant été refusé, on procède à une autopsie qui révèle la présence d'amphétamines dans le sang et les viscères. Toutefois, les experts n'attribuent pas la mort à ces stimulants, mais à une crise cardiaque. Je pense que Simpson est mort d'un fâcheux concours de circonstances. L'étape était longue, il faisait chaud, la chaleur potentialise l'effet des amphétamines, la déshydratation potentialise aussi l'effet des amphétamines, et donc Simpson est arrivé à dépasser son point de rupture, sa limite physiologique, et c'est comme ça qu'il est tombé une première fois. Et manque de chance pour lui, c'était un coureur très populaire. Les spectateurs qui étaient au bord de la route, dans le Mont Ventoux, l'ont reconnu, l'ont encouragé et l'ont remis sur le vélo. S'il avait eu la chance qu'on le mette à l'abri, qu'on essaie de lui faire un peu d'ombre, qu'on le ventile, qu'on l'arrose, qu'on lui fasse boire un petit peu d'eau, après sa première chute, peut-être n'aurait-il pas fait ce collapsus terminal. Ce sport, il est dans la douleur. Il est dans « on se fait mal ». Il faut souffrir pendant 15-20 km sur une montée. Voilà, c'est pour être le meilleur, c'est celui qui va le plus loin dans l'effort, qui supporte le plus la douleur et qui, comme ça, peut progresser par rapport à ses adversaires, peut être le meilleur par rapport à ses adversaires. Mais il y a un moment donné, chaque être humain a sa limite avec sa propre douleur. Hein. Et comme en tant qu'être humain, tu n'acceptes pas ta limite, parce que tu veux toujours être meilleur, tu finis par trouver des éléments artificiels, exogènes, qui vont t'aider à supporter la douleur. Et si tu supportes la douleur, tu continues dans ton effort. Et les amphétamines, c'était ça. Personne connaissait les effets secondaires. Personne. Donc pendant des années, on laissait faire, parce que d'abord c'était en vente libre en pharmacie. Il suffisait d'aller, bonjour, je voudrais des amphétamines, et hop, c'était pas cher. Bon, c'était des bonbons, quoi, voilà. En 1969, une stèle est érigée sur le mont Ventoux à l'endroit où il a perdu la vie. Pour tous les coureurs qui grimpent le Ventoux, la stèle est devenue un lieu de recueillement. Mais la mort de Tom Simpson n'a pas été inutile. L'année suivante, les ravitaillements en cours de route sont autorisés. Les coureurs pourront désormais s'abreuver en toute légalité. Par ailleurs, la disparition du champion est le signal d'une prise de conscience contre le dopage. À partir de 1968, des contrôles sont organisés à l'arrivée de chaque étape. Et le Tour commence à livrer sa bataille ininterrompue contre les stimulants artificiels. C'est qu'on est encore à une période où on ferme le monde du sport aux médecins. On veut être entre sportifs. Et les blouses blanches, entre guillemets, ils nous emmerdent. Or, à compter des années 60, il va y avoir ce revirement avec l'histoire de Simpson qui fait que les médecins disent « il faut qu'on arrive, il faut qu'on vienne d'abord pour voir quelle configuration d'étapes acceptable on peut proposer, quel type de produits légaux on peut proposer ». C'est-à-dire qu'ils s'imposent un peu comme des gens qui relient à la fois l'éthique et la science. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ça va être une réussite, parce que dès après l'épisode Simpson, tous les sports vont s'entourer de staffs médicaux. Tom Simpson laisse comme unique trace la mort dramatique de l'homme sur les pentes du Ventoux, entouré du scandale de la triche. Le grand sportif, lui, est un oublié. Simpson, c'est le champion du monde, c'est le vainqueur de Paris-Nice, c'est le vainqueur d'étapes dans le Tour. C'est le plus grand champion cycliste anglais. Et de ce fait, donc, il devait être reconnu à sa juste valeur, une valeur sportive qui est quand même immense. Et en plus, Simpson, c'est quelqu'un qui a porté très haut la moralité, le style british, et il ne mérite pas qu'on l'oublie comme ça. Tom Simpson était celui qui allait au-delà de ses forces.
Un coureur flamboyant, un attaquant qui n'hésitait pas à se mettre dans le rouge et qui déclarait après son titre de champion du monde « J'ai un bel avenir devant moi comme cycliste professionnel. J'aime le cyclisme et jusqu'ici le temps est passé trop vite. Cycling is my life. Le vélo est ma vie. » Le 31 août 1982, à Paris, 2 dissidents roumains donnent à la surprise générale une conférence de presse en compagnie de l'homme qui 6 mois auparavant avait reçu l'ordre de les exécuter. C'est un espion. Pendant plus de 8 ans, il a servi son pays, la Roumanie, sans jamais faillir. Homme de l'ombre, il a su dissimuler ses activités à la France, à sa famille, à ses amis. Il s'appelle Matei Pavel Haïdoucou. Il est l'espion qui a refusé d'obéir au président Ceausescu. Il a refusé de tuer. Matei naît en 1948 dans une Roumanie très affaiblie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. De son côté, Moscou exerce une terrible pression sur le gouvernement roumain, à tel point qu'en 1947, le pays est devenu une monarchie communiste. Et c'est dans ce régime totalitaire que, sous la pression soviétique, le roi Michel Ier est contraint d'abdiquer au profit du secrétaire général du Parti communiste, Gheorghiu Gheorghiu-Dej. L'année qui suit, 1948, c'est le régime communiste qui s'impose à Bucarest, mais en fait la Roumanie est devenue un des pays satellites de l'Union soviétique. C'était une dictature avec un seul parti. Un parti qui muselle ses citoyens et pratique la collectivisation à outrance. Le peuple souffre. Et c'est dans ce contexte que Matei voit le jour le 17 mai 1948. Il venait d'une bonne famille bourgeoise communiste. Dans les années 50, quand tout le monde habitait dans des appartements, ils avaient un grand jardin, une grande maison, chacun avait sa propre chambre. Lorsqu'on a reçu le genre d'éducation dans laquelle j'avais baigné, et surtout après avoir appartenu à l'élite de l'élite, après avoir fréquenté l'école Saint-Sava, là où il n'y avait guère de place pour la médiocrité, où l'élève qui peut mieux faire n'existe pas, là où la réflexion ne s'embarrassait pas de hier. Fatalement, la route qui fut la mienne devait me précéder, me prédestiner. Signé Matei Pavel Haïdoucou. En 1967, 2 ans après le décès de Gheorghiu Gheorghiu-Dej, les membres du comité politique élisent comme président du Conseil d'État Nicolae Ceausescu, alors secrétaire d'État du Parti communiste. Il a 47 ans. Ceausescu avait grandi dans l'équipe de Gheorghiu-Dej. Et Ceausescu veut continuer sa ligne politique, même si, par opportunisme et pour gagner du capital confiance, il met sur le dos de Gheorghiu-Dej toutes les horreurs que l'on avait faites jusqu'alors. Il gagne des points et des sympathies en Occident. Ceausescu, dans un premier temps, apparaît comme quelqu'un d'indépendant de Moscou et comme quelqu'un de plus libéral. Malheureusement, évidemment, tout ça, ce n'est qu'un habillage. Et Ceausescu va peu à peu sombrer dans des travers qui vont le conduire à une véritable dictature. Fort de sa politique, Ceausescu demande à la sécurité de l'État appelée la Securitat de recruter un grand nombre d'espions pour récupérer le maximum de secrets technologiques étrangers. Ce service se tourne alors vers les universités pour y repérer les meilleurs éléments. Et c'est dans ce cadre qu'en octobre 1969, à 21 ans, Matei Pavel Haïdoucou est recruté, à l'insu de sa famille et de ses amis, pour devenir un espion tout en poursuivant ses études de commerce. Régulièrement, il se rend clandestinement au sein de différents appartements conspiratifs pour recevoir sa formation. Ils apprenaient les techniques spécifiques du travail de renseignement. Les microfilms, comment utiliser l'encre qui s'effaçait, les conteneurs dans lesquels on mettait les microfilms, les techniques de filage. On allait façonner mon personnage. Un personnage qui n'aurait rien d'un James Bond, bien au contraire. Sa force résiderait dans son apparence normale, pour laquelle je devais d'abord tout renier, pour laquelle je devrais m'attendre à recevoir en retour le mépris, l'isolement. Ce jour-là, seule ma motivation pourrait m'aider à surmonter la rupture que nécessairement je connaîtrais. Signé Matei Pavel Haïdoucou.
C'est en 1975, après 6 ans de formation, que la Securitate élève Matei Pavel Haïdoukou au grade de major. Désormais espion, il est envoyé en France avec une fausse biographie. Il a quitté la Roumanie sous sa véritable identité. Mais on lui a créé une histoire pour qu'il soit crédible en Europe de l'Ouest, envers les pays qui acceptaient les demandeurs d'asile, ceux qui étaient mis à l'index par les régimes communistes de l'Est. Si Matei parvient facilement à tromper son monde, malgré l'interrogatoire que fait passer la direction de la surveillance du territoire à tous les réfugiés politiques, il n'en demeure pas moins surpris du mode de vie de la France, alors présidée par Valéry Giscard d'Estaing, en comparaison à celui de la Roumanie. Il y a un véritable décalage entre deux mondes, l'un qui semble calcifié dans la pauvreté, dans le manque d'initiative, et de l'autre côté, une France dynamique qui vient de connaître un développement et une reconstruction considérables. Profitant de cet essor économique, Haïdoukou trouve rapidement un emploi dans une entreprise industrielle, Amri, et peut désormais exécuter les ordres que lui donne la Securitate. L'une de ses missions importantes était de procurer des informations techniques pour la Roumanie. C'est ce qui explique le poste qu'il trouve à l'entreprise Amri, une grande entreprise qui produisait des installations industrielles pour des partenaires très divers, certains même très importants. Grâce à cette technique d'infiltration, Matei grimpe très vite les échelons dans son entreprise. Et c'est dans le cadre de son travail qu'il tombe amoureux d'une secrétaire, Micheline. Haïdoukou l'épouse quelques mois plus tard, non sans en avoir référé à ses supérieurs. Son choix devait être vérifié. La personne ne devait pas représenter de risque. Et Matei a reçu le consentement de son officier de liaison. Si sa femme ignore tout de ses activités secrètes, cette union permet à Matei d'obtenir un passeport français. Il peut donc désormais voyager à son aise et exécuter toutes les missions qu'il reçoit clandestinement de la centrale. Les messages de la centrale de renseignement de Bucarest, Matei Haïdoukou les recevait par ondes courtes, à la radio. C'étaient des messages codés qu'il recevait sur un transistor tout à fait ordinaire, mais doté d'ondes courtes qu'il déchiffrait. De son côté, afin d'éviter d'être repéré et de déstabiliser le système, Matei dépose les renseignements qu'il récolte près d'un cinéma de quartier de la capitale, dans des boîtes aux lettres mortes qu'un résident de l'ambassade, dont il ignore l'identité, vient récupérer pour les envoyer à Bucarest. Grâce à cette technique, il parvient à transmettre les plans d'une centrale nucléaire ainsi que ceux de l'aéroport de Roissy. Il connaissait l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle comme sa poche. Il a pu démontrer qu'on pouvait passer d'un passage public jusqu'à l'avion. Bon, ça prouve qu'il avait quand même le sens du métier, qu'il n'avait pas été envoyé pour rien en France. Si Matei Haïdoukou se révèle être un excellent agent pour la Securitate, il doit en permanence contrôler le double visage que lui impose sa fonction. Espion pour les uns, directeur commercial et père de famille pour les autres, s'il aime à répéter lors des jeux avec sa petite fille qu'il est James Bond 007, il n'a pas le droit à l'erreur. 2 identités pour la même personne, 2 hommes pour la même âme, au risque de la perdre. Ce qu'on leur enseignait pendant les formations, c'était qu'il fallait absolument qu'ils croient en ce qu'ils font à chaque instant de leur vie. Et pour ça, une fois qu'ils sont pères et maris au sein d'une famille, leur présence doit être extrêmement vraie, généreuse et honnête. Ils doivent rester impérativement sincères pendant la période où ils agissent en tant qu'espions. Ce cloisonnement de la personnalité, ces compartiments liés à l'intime, donnaient la possibilité à ces espions très bien préparés de ne pas céder d'un point de vue mental. En 1979 à Paris,
Matei Haïdoukou est dénoncé comme espion par l'un de ses compatriotes. Il est aussitôt convoqué par la même DST qui l'avait interrogé lors de son arrivée en France. Mais cette fois-ci, et malgré le manque de preuves concrètes, les inspecteurs sont bien décidés à tendre un piège à l'agent roumain. À un moment, l'inspecteur de police a quitté la salle sous un prétexte et il a laissé le document où il apparaissait nettement que Haïdoukou faisait partie des services. Probablement qu'Haïdoukou a regardé, mais c'est pas pour ça qu'il a réagi et c'est pas pour ça qu'il nous a fait des déclarations. Suspecté mais libéré, Matei reprend aussitôt ses activités. Dans le cadre de voyages d'affaires inhérents à sa façade de directeur commercial, il se rend plusieurs fois en Roumanie pour y rencontrer la Securitate. Il avait pour habitude de loger à l'hôtel Intercontinental. À cette époque, cet hôtel était le symbole de l'Occident. Un endroit calme et luxueux où l'on se sentait hors de cette Roumanie de plus en plus grise et de moins en moins accueillante pendant l'époque de Ceausescu. La Roumanie, en proie à la misère et à la répression de Ceausescu, voit un grand nombre de ses intellectuels quitter le pays. C'est un dissident, l'écrivain Virgile Tanase, qui en janvier 1982 publie dans le journal français Actuel un pamphlet intitulé « Sa Majesté Ceausescu Ier, roi communiste », où le dictateur et sa femme sont ridiculisés. Fou de rage, Ceausescu fait immédiatement convoquer Matei Haïdoukou à Bucarest. Matei Haïdoukou reçoit la mission de réduire Virgile Tanase au silence, à cause de l'article paru dans le journal Actuel, qui a énormément choqué et vexé Ceausescu. C'est pourquoi il donne l'ordre à Matei Haïdoukou de le liquider, ainsi que l'écrivain dissident Paul Goma. Face à cet ultimatum, Matei rentre à son hôtel. Il doute. Jamais il n'aurait imaginé recevoir un jour un ordre pareil. Tuer dans notre métier, on en est capable. On nous l'a appris. Mais tuer pour faire plaisir, uniquement pour le bon plaisir d'un homme, soit-il président, est au-dessus mes forces, contraire à mes principes, incompatible avec le métier que j'exerce depuis plus de 10 ans. Un métier de seigneur, dit-on. Seigneur ne l'est pas qui veut. Matei Pavel Haïdoukou. Devant le délabrement de son pays, devant le risque qu'il ferait encourir à sa famille, Matei, dès son retour à Paris, décide de tout avouer à sa femme. On est allé déjeuner et puis donc en plein repas, il m'a dit je ne suis pas un réfugié politique, je suis un officier de renseignement roumain. On m'a donné un ordre de mission et je ne sais pas quoi faire. Je crois que je n'avais pas mesuré à ce moment-là la gravité de l'affaire. Moi, je lui ai dit oui, il faut aller voir la police, il faut tu te rendes sans juger des conséquences. Désormais conforté dans son choix de trahir son pays au nom de la vie, l'espion Matei prend rendez-vous dans un café avec les mêmes inspecteurs de la DST qui l'avaient déjà soupçonné de travailler pour la Securitate. De but en blanc, il a dit écoutez, voilà, je suis effectivement un agent de la Securitate. Je suis chargé d'une mission, et c'est une mission très délicate, que je ne veux pas exécuter, mais c'est très difficile pour moi, dans la mesure où j'ai la famille là-bas, donc il faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Fort de ces renseignements, et afin de donner du temps à l'espion roumain pour permettre à son frère de fuir la Roumanie, la DST décide d'organiser une sorte de mise en scène pour l'exécution de la mission d'Haïdoukou. Avec l'accord des deux dissidents, ils simuleront une tentative d'empoisonnement sur Paul Goma et d'enlèvement sur Virgile Tanase. Les gens de la DST sont des officiers de police judiciaire. Ils ne sont pas là pour enlever les gens. Et donc là, c'était quand même une affaire qui sortait de l'ordinaire. Et donc, c'est le président de la République lui-même qui a donné le feu vert pour le président Mitterrand pour procéder de cette manière. C'est le 18 mai 1982, dans cette France devenue socialiste depuis à peine plus d'un an, que Matei Haïdoukou, lors d'un cocktail dans un grand hôtel de la capitale, dépose du poison dans le verre de Paul Goma, qu'un agent de la DST renverse malencontreusement. Si aux yeux de la Securitate, l'espion roumain peut avoir raté sa première cible, il ne peut échouer sur la deuxième sans prendre le risque que sa trahison soit découverte.
Aussi, le 20 mai 1982 à Paris, la DST enlève Virgile Tanaz. Je prenais une rue, il y avait une voiture qui s'est arrêtée à mon niveau, des gens qui sont sortis de la voiture, qui m'ont jeté dans la voiture pour qu'il y ait des témoins de ce faux enlèvement. On est parti et on a traversé Paris à toute vitesse en brûlant les feux, parce que, paraît-il, c'est la façon de voir si on est suivi ou non. À l'issue de cette opération réussie aux yeux de la Securitate, Virgile Tanaz est en fait caché dans un coin reculé de la Bretagne. De son côté, la presse française s'empare de l'affaire et s'indigne que Virgile Tanaz ait pu être assassiné sur le territoire français. Face à ce début de scandale, et alors que les gouvernements occidentaux craignent une alliance de cette France socialiste avec les pays communistes, le président François Mitterrand est interpellé lors d'une conférence de presse en juin 1982. S'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Tanaz a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait sérieusement la nature des relations entre la Roumanie et la France. L'affaire Tanaz est l'occasion pour François Mitterrand de réaffirmer de manière absolument définitive qu'il appartient au bloc occidental. Il va faire la démonstration par sa fermeté, et en particulier en annulant son voyage en Roumanie, qu'il n'a pas l'intention de laisser les espions des pays de l'Est prospérer sur son territoire. De son côté, Haïdoukou prend le risque de rentrer en Roumanie pour rendre compte à ses chefs de la soi-disant réussite de son opération et se donner ainsi le temps d'exfiltrer son frère. Il avait besoin pour ça d'être très fort psychologiquement. Car pour lui, il était plus difficile et dangereux de retourner en Roumanie que de défecter auprès des Français. Si Ceausescu ou la Securitate apprenait ou comprenait qu'il avait trahi, il encourait de très gros risques. Face à ses supérieurs, Mattei ne se départit pas de son assurance et raconte comment il a réussi sa mission. À ce moment-là, l'enthousiasme de l'espionnage roumain face au récit de l'espion est si grand que Haïdoukou est immédiatement promu au grade de lieutenant-colonel. Ceausescu lui fait même remettre la plus haute distinction à l'époque, l'étoile de la Roumanie. Fort de cette situation, Mattei en profite pour faire partir son frère vers la France. Mais au même moment, en août 1982, l'affaire Tanaz ne se déroule plus comme prévu. Albert Duroy, journaliste au Nouvel Observateur, ayant dès le mois de mai été au courant de la supercherie mise en place par l'État français, décide de publier ce qu'il sait. Et à ce moment-là, je me suis dit, je commets une faute professionnelle grave si je garde encore le secret. Et j'ai écrit un article prudent qui évoquait l'hypothèse d'un faux enlèvement. Haïdoukou, alors encore en Roumanie, parvient à rentrer en France juste avant que son état-major apprenne la nouvelle. Une chance, d'autant plus qu'à la fin du mois d'août, un autre journaliste, Bernard Poulet du Matin de Paris, publie les tenants et les aboutissants de l'opération Tanaz-Goma. L'affaire éclate au grand jour. La vérité doit être dite. Comme c'était Actuel qui avait publié l'article qui a déclenché toute cette affaire, j'ai proposé qu'on fasse une conférence de presse à Actuel. À l'issue de ces révélations, le visage de l'espion est connu de tous. Si l'affaire Tanaz-Goma est close aux yeux de l'opinion, il n'en est pas de même pour Mattei Haïdoukou, qui est désormais condamné à mort par l'État roumain. Lui et sa famille sont en danger. D'un côté, il y avait l'heure de vie. De l'autre, ce terrible enfer qui allait s'ouvrir et s'emparer d'elle. Être célibataire, j'aurais voulu. Cette épée que la centrale pointait dans mon dos n'aurait fait qu'un seul sillon, le mien. Ce talon d'Achille que ma femme, ma fille me faisait chausser malgré elle m'était insupportable. Injuste pour elle. Après que la DST lui a obtenu une nouvelle identité, Haïdoukou s'appelle désormais Forestier. Il s'enfuit avec les siens de Paris et disparaît dans la France profonde. Il a fallu faire très vite. J'ai quitté mon travail du jour au lendemain. On est parti dans l'Aisne. On nous avait trouvé en catastrophe un gîte rural. On est parti avec ma fille, le chien et 2 valises.
On a pris la famille en protection, d'abord dans un gîte, puis dans un deuxième gîte en Normandie. Ça a duré pendant plusieurs mois. Et puis, bien entendu, pendant ce temps-là, il ne travaillait pas, donc on assurait les besoins de la famille. Si la DST considère avoir écarté du danger Haïdoukou, ce dernier, connaissant l'efficacité des agents de la Securitate, reste malgré tout dans l'inquiétude. Il regardait toujours le rétroviseur, s'il y avait une voiture qui nous suivait, si on était suivi, ou alors on prenait jamais le même chemin pour rentrer à la maison. Il me disait toujours, ne pose pas de questions, moins tu en sais et mieux c'est pour toi. Comme ça, si on te pose des questions, tu ne sauras pas répondre. Mais Mattei n'est pas homme à se cacher éternellement. Aussi décide-t-il d'entrer dans la lumière. En mai 1984, il publie son livre « J'ai refusé de tuer » et participe à de nombreuses émissions de télévision. Cette reconnaissance médiatique empêche le président Ceausescu, trop soucieux de son image aux yeux de l'Occident, d'éliminer son ex-agent devenu célèbre. Pour autant, le dictateur, fidèle à son idéal du collectivisme, continue d'opprimer son peuple. En 1989, après avoir refusé de s'aligner sur la politique de réforme du président russe Gorbatchev, il perd le soutien de toute une aile du Parti communiste. Le peuple se révolte. En réponse, Ceausescu fait tirer sur la foule et décrète l'état de siège. Mais l'armée refuse de lui obéir. Il est arrêté avec son épouse et fusillé le 25 décembre 1989 après un procès de 55 minutes. C'est la fin du tyran. Mattei l'apprend par la télévision. Comme tous les Roumains qui vivaient en Roumanie et ailleurs, c'était la joie. Par contre, il était un peu frustré, comme beaucoup, comme tous les Roumains de France, que le procès soit un simulacre. On doit le savoir, c'est le même type de procès que les communistes préparaient pour leur adversaire politique dans les années 40 et au début des années 50. Donc, c'était une sorte de vengeance de l'histoire. Si l'exécution du dictateur n'a pas éloigné du pouvoir les anciens du régime, la Roumanie se veut plus libérale. Aussi Mattei, toujours condamné à mort, peut malgré tout, grâce à son nouveau nom forestier et à l'emploi que lui a trouvé la DST, revenir régulièrement là où il est né et essayer de reprendre une vie normale. Je suis intimement persuadé que ce qui lui a le plus manqué dans cette nouvelle existence, c'était l'adrénaline qu'il vivait au quotidien pendant qu'il était un espion. De cette nouvelle vie, entre une Roumanie normalisée où certains nostalgiques de l'ancien régime le considèrent comme un traître, et une France où il a choisi de vivre, Mattei n'en profitera pas longtemps. En 1995, une hépatite C contractée pendant sa jeunesse le condamne cette fois-ci à se battre contre la maladie avec ce même courage qui le caractérise. Il me disait toujours, de toute façon, même avant sa maladie, qu'il ne vivrait pas vieux, parce qu'un espion ne vivait pas vieux. Il savait bien qu'avec sa maladie, qu'on ne vivrait pas ensemble, qu'il ne vivrait pas encore 10 ans. Mattei Pavel Haïdoukou s'éteint en 1998, non sans avoir fait un dernier clin d'œil à cette double vie qu'il a toujours aimée. Parce qu'avant sa mort, il a désiré d'avoir ses cendres jetées une part dans le Danube et l'autre part dans la Seine. Et donc, c'est une sorte de message pour nous. Écoutez, mes amis, j'accepte l'idée que je jouais double. C'est le motif pour lequel mes cendres reposeront à la fois au fond du Danube et au fond de la Seine. Alors aujourd'hui, sur les bords de Seine, sur les rives du Danube ou dans le cimetière militaire de Bucarest, qui se souvient encore de cet espion qui, trop amoureux de la vie, a préféré trahir au risque d'y perdre la sienne? Pour les gens de l'appareil d'État d'avant et après, il reste un traître. Quelqu'un qui a pactisé avec l'ennemi. C'est toujours quelqu'un qu'on regarde avec mépris et méfiance, ne fût-ce parce qu'il a eu le courage de faire ce que d'autres auraient voulu faire et ils n'ont pas fait. Donc, le remettre en lumière, c'est aussi un reproche que certains risquent de se faire à eux-mêmes et que, surtout, ils se gardent bien de ne pas faire. Mattei Pavel Haïdoukou était un espion. Il a choisi la liberté.
Il a refusé de tuer au nom d'un régime sanguinaire. Il est cet homme de l'ombre qui s'est battu pour la lumière. J'espère avoir permis à chacun d'entrevoir une petite partie de cette forme de guerre de l'ombre qui n'a jamais cessé entre les raisons ou intérêts d'État, en face desquels nous sommes si insignifiants. Alger, le 18 mars 1962. Les accords d'Évian sont signés et les belligérants comptent leurs morts. Parmi les combattants algériens, on trouve un Autrichien qui, lui, compte les vivants. Cet homme a dirigé un commando psychologique au succès inconnu. Grâce à lui, près de 4000 légionnaires ont rendu les armes pour laisser l'Algérie en paix. Il s'appelle Si Mustapha Müller. Le 19 novembre 1926, à Wiesbaden est né Winfried Müller. Sa mère, Lotte Nelson, est une professeure de gymnastique et une danseuse. On sait peu de choses de son père qui se dit homme de lettres, peut-être d'origine juive. Mais lorsque les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, les parents de Winfried rencontrent des problèmes. La famille se sépare. La mère cherche une échappatoire avec l'enfant et abandonne le père. C'est quelque chose que Winfried Müller ne pardonnera jamais de sa vie à sa mère. On perd la trace de son père pendant le Troisième Reich. Il est vraisemblablement mort. Pour échapper à la guerre, Lotte Nelson déménage en 1941 avec son fils en Autriche, dans le petit village de Gotzens, non loin d'Innsbruck. Elle lui donne un nouveau prénom. L'enfant s'appelle désormais Siegfried, nom très germanique, ce qui peut être utile dans l'Allemagne nazie. Un tel village tyrolien est à cette époque de mouvance fasciste cléricale. Dans ce contexte, la famille Müller peut espérer trouver un environnement hostile au nazisme, dans lequel elle va s'intégrer. Souvent seul, Winfried fait de longues randonnées dans les montagnes. Le soir, les voisins de palier le recueillent chez eux. Winfried a été accueilli par cette famille, où il a trouvé beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, où il a été vraiment accueilli et ils se sont vraiment attachés à lui. Pendant la guerre, il était toujours chez mes frères. Madame Nielsen, sa mère, elle n'était jamais là. Elle allait toujours en ville. C'est ma mère qui s'est occupée de lui et lui a fait à manger aussi. Et c'est là qu'ils ont entendu les stations de l'ennemi. Écouter la radio étrangère est strictement interdit. Winfried passe les infos de la BBC entre voisins et il couvre quelques murs d'inscription. En mai 1943, quelqu'un le dénonce. L'adolescent est alors amené au quartier général de la Gestapo d'Innsbruck. Aussitôt commencent les interrogatoires. Il raconte qu'on lui met des rondires sur sa tête, en appuyant très fort. Imaginez-vous un gosse de 14 ans. Alors on lui disait de ne pas crier. Si tu cries, on t'écrase encore plus la tête. Si tu nous dénonces on enlève le pied. Müller est enfermé 3 jours et 3 nuits dans une armoire, sans qu'il puisse en sortir. Il se souille. Lorsqu'on le laisse sortir, on le fait marcher à 4 pattes autour du bureau d'une secrétaire. La Gestapo l'oblige à crier « Je pue comme un porc et je suis un porc ». Pour certaines personnes, peut-être ils vont dire c'est rien, mais pour lui c'était une torture psychologique parce que c'était une humiliation pour Winfried. Il a passé 4 jours à la Gestapo. Et ensuite, ils ont dit que c'était de ma faute. J'étais si petite, j'aurais un petit peu tourné le bouton de la radio, et c'est moi qui aurais mis la station. C'est la petite Emma, ils ont dit. C'est une expérience très particulière et personnelle qu'il me faut dépasser. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré en Allemagne. Et je me suis toujours senti très mal à l'aise là-bas. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre et mourir ailleurs. Winfried Müller.
À la fin de cette procédure, il est enrôlé de force dans un régiment sur la côte allemande de la mer Baltique, un régiment de marins. Là-bas, il est tout d'abord un simple soldat. Il se montre toutefois de plus en plus insoumis. En pleine campagne polonaise, il réussit à déserter et à rejoindre l'Armée rouge. Müller intègre le Comité national pour une Allemagne libre. Le Comité national pour l'Allemagne libre est une organisation composée de soldats déserteurs, d'officiers, d'émigrés communistes, d'artistes et de passeurs, ce que devient Winfried Müller. Il doit aider les soldats allemands en fuite et ceux qui veulent déserter. C'est un premier apprentissage dans la guerre psychologique, même si les résultats sont peu probants. Winfried Müller peut tisser des liens avec des leaders communistes. Le 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. C'est en accompagnant un des derniers convois de prisonniers que Müller revient en Autriche. C'était avant 1950. Il était revenu avec un bonnet de fourrure. Ça m'avait impressionné. Et maman a dit, voilà qu'il est devenu communiste. Stalinien convaincu, il n'arrive pas à être engagé par le Parti communiste autrichien. Il est en revanche admis à Egburg, à Kleinmarnow, près de Berlin, ce qui est considéré comme une marque de distinction. Surnommé le Cloître Rouge, ce château héberge l'école supérieure du SED, parti unique d'Allemagne de l'Est. Ici, on forge les futurs cadres du parti. Il s'agissait d'un cours de 3 ans, et ce qui y était enseigné était un marxisme dogmatique, puis la pensée en structure, comme la déviance, les aveux et les confessions, ce genre d'autocritique qui relève davantage du domaine religieux que de celui du politique. Observés et contrôlés en permanence par une sorte de Stasi interne au parti, les élèves reçoivent de nouvelles identités. Winfried Müller devient Wilfried Mauser. Malgré de bonnes notes, il n'arrive pas à intégrer le système du SED. Et il voulait laisser derrière lui ce genre de structure de pouvoir. Il faut imaginer que Müller croyait que cette nouvelle ère pourrait se passer de la torture, de la Gestapo, des services secrets, que finalement le pouvoir appartiendrait maintenant aux travailleurs et aux paysans. Ce qui, sous la forme qu'on lui a présentée à Kleinmarnow, ne pouvait être qu'une chimère. En 1950, on lui reproche de soutenir Tito. Grave démérite. Les indicateurs prétendent qu'il aurait été recruté par la CIA et qu'il aurait eu des rapports sexuels avec l'ennemi. Müller est de manière évidente tombé en disgrâce. Il quitte alors l'Allemagne de l'Est et essaie de trouver sa place dans différentes organisations communistes en Allemagne de l'Ouest. Ce sont des années de quête. Dépourvu du baccalauréat, on ne lui donne pas sa chance. Il est à bout, physiquement et mentalement. 1954. Müller est à Paris. Il entame des études de journalisme. À cette époque, il y a des émeutes en Algérie et en métropole, et la CIA a besoin d'informations. La toile de fond de cette mission est de découvrir s'il serait opportun pour les Américains d'entrer en contact avec le FLN. Si ses membres sont exclusivement communistes, ou si l'on peut arriver à un arrangement. Müller kommt 1954 nach Paris. Müller arrive en 1954 à Paris. Et là-bas, il s'est rallié au FLN comme l'une des organisations les plus militantes du combat anticolonial. Il en résulte pour moi que Müller prend très clairement position contre le pouvoir colonial français à Paris. Les Algériens réclament leur indépendance. Pour le gouvernement français, l'Algérie est une partie intégrante et non négociable de leur territoire. Fin 1954, c'est la guerre. Pour la première fois depuis l'éclatement de l'illusion communiste, j'ai trouvé un but. J'ai reconnu dans l'islam une vision du monde et dans le combat une action sublime
qui m'est indispensable. Et je me sens bien parmi ces gens. Nous, les jeunes, nous voyons cela très différemment. La révolution anticoloniale est une sorte de fusée porteuse pour le socialisme démocratique. Et c'est pour cela que, dès le premier jour, nous nous sommes engagés pour les mouvements de libération, dont le FLN faisait partie. Il y avait un petit nombre de personnes qui manifestaient activement leur soutien. On les appelait alors les porteurs de valises, parce qu'ils transportaient dans leurs valises ou dans leurs sacs de l'argent, des armes, du matériel de propagande, tout ce qu'on peut imaginer pour la logistique d'une guerre de libération. Les Algériens trouvent des soutiens en Allemagne et dans les États du Benelux, mais aussi en France métropolitaine, particulièrement dans les cercles de gauche. Pour soutenir la cause, Müller aussi devient porteur de valises. Rapidement, Paris devient trop dangereux pour ses actions. Müller fuit en direction du Maroc et s'immerge sans parler un mot d'arabe dans l'armée de libération algérienne, l'ALN. À Tétouan, grande ville marocaine de la côte méditerranéenne, l'ALN a installé sa base arrière. Elle est confrontée à une armée particulière, la Légion étrangère. La Légion est une arme très particulière puisque c'est une arme composée d'étrangers et donc qui fait partie des unités d'élite de l'armée française avec une formation extrêmement dure au même titre que l'arme des parachutistes par exemple. C'était une troupe internationale. L'idée de la Révolution française était que chacun, n'importe où dans le monde, peut se battre pour la France. Et en 1830, cette idée a été pervertie pour exercer une oppression coloniale. Et nombreux sont ceux qui ont combattu avec enthousiasme, qui ont torturé, qui se sont livrés au massacre des populations. Car cela s'est manifestement passé au cours de cette guerre. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont entrés dans la Légion malgré eux. Eh oui, c'était l'insouciance de la jeunesse. J'avais 20 ans, et là, on n'avait envie de rien. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. À l'automne 1956, Winfried devient traducteur auprès de prisonniers de l'ALN. Étonné, il constate que les légionnaires parlent allemand. 2/3 d'entre eux viennent d'Allemagne ou d'Autriche. Il lui raconte ce qu'ils font et comment ils sont traités. Il y en a un qui s'est sauvé avant nous, et ils l'ont rattrapé. Ils lui ont tondu les cheveux et il a dû se mettre à genoux en public. Puis le commandant est arrivé et il nous a prévenus. Ça se passera comme ça pour chacun de ceux qui voudront s'enfuir. Il avait l'air sérieusement amoché. C'est là que Müller a une idée qui va changer la donne de cette guerre. Et l'idée était d'attaquer cette guerre coloniale là où elle est la plus vulnérable, à savoir avec les hommes envoyés depuis la France à l'armée sur place. Le projet d'une agence de retour pour les soldats de la Légion étrangère prend forme. Il s'agit de pousser le maximum de légionnaires à la désertion et d'organiser leur retour. Müller, qui s'appelle à présent Si Mustapha, leur parle sans se faire remarquer dans les bars et dans les bordels. Il leur explique qu'ils combattent du mauvais côté, qu'ils sont exploités, mais qu'un départ est possible. Au moment où Winfried Müller commence à organiser la fuite, il s'avère qu'en l'espace de quelques semaines, la moitié de la Légion sur place a déserté. La situation était telle que les sentinelles de la Légion ont leurs fusils enchaînés à leur poste, parce que sinon, ils se seraient enfuis avec leurs armes. Les actions de Winfried Müller affaiblissent notablement la Légion étrangère. On en veut à sa peau. Il était recherché et tout. Dès qu'on le voyait, on lui tirait dessus. Cette voiture qui a été criblée de balles, c'était vraiment pour l'exterminer. Hein. Il ne voulait pas le rater. Une organisation terroriste française qui s'appelait La Main Rouge s'est efforcée de contrecarrer tous les efforts
destiné à permettre le rapatriement de la Légion étrangère. On se rend compte que derrière la Main Rouge, en fait, se met en place aussi les services secrets français qui élaborent ici, qui ont des cibles tout à fait précises et qui vont être chargés d'exécuter certaines personnes qui vont à l'encontre des intérêts français. On peut mettre sur le compte de la Main Rouge une série d'attentats contre des vendeurs d'armes en Allemagne et en Belgique, ainsi que d'autres soutiens du FLN. On a essayé de retrouver les auteurs de ces attentats. Mais les services secrets français avaient alors la main dessus. Et les Allemands ne pouvaient aller à leur encontre. L'Allemagne était alors un territoire occupé. Le 26 mars 1960, Si Mustapha reçoit une lettre. Au dernier moment, il se méfie. Les spécialistes du FLN la passent au rayon X. La lettre est piégée, remplie de plastique mélangé avec des clous. C'était la mort certaine. Je n'étais pas très inquiet à l'idée de me faire zigouiller. Je prenais les risques. Par contre, j'avais peur de disparaître dans une caserne de la Légion. On sait que l'armée coloniale française employait des méthodes peu tendres. Dès qu'ils étaient sous, les officiers de la Légion racontaient de quelle façon ils allaient lentement me tuer s'ils m'attrapaient. On me l'a fait comprendre de différentes manières. À l'étranger, les journaux rapportent les mystérieuses actions de la LN qui font disparaître tant de légionnaires. Mustapha Müller dirige maintenant une équipe qui travaille avec lui. Le service de rapatriement est logé dans une villa sous haute surveillance aux abords de Tétouan. Bientôt, il opère dans toute l'Algérie. C'est essentiel, car pour contenir les désirs de fugue des légionnaires, l'état-major français a installé la Légion étrangère dans le désert algérien. Müller doit changer de tactique. Il établit un contact avec de jeunes socialistes et pacifistes en Autriche et en Allemagne. Müller ist ein cooler Typ. Müller est un type cool. Il donne l'impression d'obtenir exactement ce qu'il veut sans devoir tourner longtemps en rond. Et il nous a parlé du destin des légionnaires. Et il nous a fait comprendre vivement que nous devions aider ces gens. La nouvelle stratégie de débauche se base sur la coopération de jeunes du Parti social-démocrate, avant tout les femmes et les jeunes filles, qui commencent en Autriche et en Allemagne à chercher à établir le contact avec les légionnaires étrangers par le biais de petites annonces matrimoniales et sexuelles. Et quand un légionnaire répond, sa correspondante le questionne. Pourquoi es-tu dans la Légion? Tu fais un sale boulot ici, pour un pouvoir colonial effrayant. Est-ce que tu as déjà réfléchi à t'en aller d'ici? Dans les lettres envoyées se trouvent des tracts de Müller qui appellent les légionnaires à la désertion. Et tous ne sont pas insensibles. Quelques-uns passent à l'acte. Il y avait là des gardes. Ils faisaient leur ronde et nous avons alors observé quand ils arrivaient et combien de temps il leur fallait pour faire leur ronde. Et alors qu'ils étaient arrivés puis repartis, nous avons bondi à l'extérieur. Et avant qu'ils n'aient fait le tour de toute la caserne, nous étions déjà loin. Et ensuite nous avons couru et couru sans cesse, aussi loin que nos pieds pouvaient nous porter. L'armée les poursuit. Le jour, il est impossible d'avancer. Ils se cachent dans des crevasses. S'ils ne nous avaient pas récupérés, ils auraient tiré. Nous sommes arrivés dans un village, on est allé voir une famille et nous avons dit « déserteurs ». Nous ne nous comprenions pas, mais ça, ils ont compris. Et le lendemain matin, un homme germanophone à 100% est arrivé. Il nous a dit « Les enfants, ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener chez vous. » Müller intervient car les familles qui hébergent les déserteurs prennent de grands risques. Nous avons appris que même ceux qui aidaient les fugitifs en Kabylie, avant tout des Berbères, étaient arrêtés.
épouvantablement torturés. Et nombre d'entre eux étaient même exécutés à la suite de ces tortures effroyables. Les déserteurs sont exfiltrés vers l'enclave espagnole de la Ceuta. Müller est en contact avec les pays d'origine des légionnaires. En Allemagne, la politique officielle veut qu'on célèbre la nouvelle amitié avec la France et le chancelier Adenauer ne veut surtout pas irriter de Gaulle. Pourtant, il pressent que les Algériens vont gagner cette guerre de libération. Alors il ferme les yeux et laisse son opposition aider les déserteurs et le FLN. Pendant longtemps, les Français ont nié que notre service de rapatriement existait. Ils prétendaient que nous assassinions chaque légionnaire déserteur. Pour les légionnaires soi-disant exécutés, ils ont organisé de belles funérailles avec des cercueils vides. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. La guerre est finie. L'Algérie va devenir un État indépendant. Le service de rapatriement de Müller peut être dissous. Peu après, Müller Mustafa donne une interview à la télé allemande. Il fait les comptes des légionnaires sauvés. 3726 ont été exfiltrés, dont 2287 Allemands. En Algérie, les Moudjahidines sont récompensés. Müller obtient un poste au ministère des Sports et du Tourisme. Juste après la libération de l'Algérie, en 1962, il est tout de suite l'un des premiers étrangers à être devenu, si l'on veut, citoyen de la nouvelle Algérie libre. Il avait la chance d'avoir été en contact avec le dénommé clan d'Oujda. Ce sont eux qui ont joué un rôle croissant après 1962 dans l'armée algérienne et les services secrets algériens. Ils étaient aussi actifs au niveau de l'appareil de sécurité. Et en 1965, ils ont fait tomber le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, par un putsch militaire. Il devient censeur de presse de langue allemande. Comme il soutient Boumedienne qui arrive au pouvoir par un coup d'État le 19 juin 1965, il est récompensé de nouveau avec de nouvelles fonctions. Ouari Boumedienne meurt en 1978. À l'écart de la politique, Müller parvient quand même à 52 ans à de nouvelles responsabilités. Il s'engage pour la création du parc national du Djoudjoura. Müller Mustafa, l'amoureux des animaux et de la nature, tourne plusieurs films documentaires. Et il obtient que le polluant Paris-Dakar fasse un détour pour éviter la réserve. En plein milieu du désert, dans le parc national de Tassili, Müller occupe son dernier poste. À Tassili, c'est lui le chef. Mais il était responsable de tous les parcs, et c'était une position très bien rémunérée. Et il est parti à la retraite là-bas, mais n'a touché que sa retraite en tant que directeur de parc national, et pas celle d'officier de l'ALN ou de secrétaire d'État, ce qu'il avait pourtant été également. Seul, méfiant envers les étrangers avec un singe toujours posé sur son épaule, Müller passe ses dernières années dans une modeste maison de Tamanrasset, au milieu des fleurs et des arbres. Il parle peu de son passé. Le 9 octobre 1993, Si Mustafa Müller décède d'un infarctus. Il est inhumé dans le Sahara. Les anticonformistes ne deviennent que très rarement des héros. Des personnes qui ne veulent pas se fondre dans le moule, des personnes qui font des gaffes, des personnes qui font des bêtises, des personnes qui couchent avec les mauvaises personnes et qui se trouvent du mauvais côté. Le discours favorable à l'indépendance a toujours été un discours qui a été difficilement porté en France même. C'est un discours minoritaire. Il y a comme une sorte de mauvaise conscience à faire état de toutes ces personnes qui ont aidé à l'indépendance algérienne. C'est tombé injustement dans l'oubli. Tout le drame entre la France et l'Algérie ne concernait pas que ces deux pays, mais il s'agit plutôt d'un drame européen, en cours depuis 1945. Et si nous ne l'appréhendons pas correctement, alors nous ne comprendrons pas comment l'islam, pacifique ou non, joue un rôle en Europe. En Algérie, on respecte beaucoup les anciens Moudjahidines. Mais pour la France, Müller n'a jamais été un héros. C'était un ennemi redoutable. Au moment du réarmement de l'Allemagne,
celle-ci n'avait pas besoin d'un organisateur de désertion. Loin de sa patrie d'origine, Müller, trompé et déçu des hommes, en a sauvé des milliers. Je ne peux pas vous dire si Dieu existe ou s'il n'existe pas, mais j'ai été déçu à plusieurs reprises en politique. Mieux vaut que les hommes croient en un Dieu plutôt qu'en un leader qui, comme tout homme, est faillible. Athènes, dimanche 30 mars 1952. À 4h10 du matin, 4 communistes grecs sont fusillés, en dépit des appels à la clémence de Charlie Chaplin, de Jean-Paul Sartre ou du général de Gaulle. Malgré l'homme à l'œillet, le dessin de Picasso qui a fait de l'un des condamnés une icône mondiale. L'homme à l'œillet s'appelait Nikos Beloyannis. Qui était-il? Pourquoi son sacrifice émut-il la planète? Pourquoi accepta-t-il de mourir pour ses idées? Originaire d'une famille aisée et d'une région conservatrice, Nikos Beloyannis n'était pas prédestiné à devenir communiste. Il naît le 27 octobre 1915 à Amaliada, une petite ville du Péloponnèse. Comme beaucoup de ses compatriotes, son père a émigré très jeune en Amérique. La Grèce n'était pas capable alors de nourrir ses enfants. Libérée du joug ottoman depuis 1830, elle est toujours en proie à de graves problèmes territoriaux, économiques, sociaux et politiques. La Grèce est un pays qui n'a pas réglé ses problèmes politiques. Je parle des problèmes essentiels, comme la question du régime politique. Les pays d'Europe occidentale ont à l'époque réglé leurs problèmes politiques. Il leur reste à régler leurs problèmes sociaux. En Grèce, la question politique et la question sociale ne font qu'une. Le petit Nikos passe une enfance paisible dans l'hôtel que son père a ouvert à Amaliada à son retour d'Argentine. C'était un garçon réservé, d'après ce que m'ont dit ses camarades. Timide. Il était sérieux, peu bavard. Ce n'était pas quelqu'un de très ouvert. Mais le calme de sous-préfecture qui règne à Amaliada est troublé par l'écho des luttes paysannes de la région, grande productrice de raisins secs. Dès l'école secondaire, le petit Nikos se passionne pour les idées révolutionnaires. À l'école, tout le monde parlait de Beloyannis, de ses idées. C'était quelqu'un qui suscitait de l'intérêt. Il se lance dans l'écriture de nouvelles à caractère social. À l'âge de 16 ans, il les publie dans une revue littéraire locale. Et soudain, sa guitare émit une plainte lointaine, comme un dernier soupir. Puis elle s'arrêta brusquement d'émettre des sons. La bouche du jeune homme affichait encore un sourire amer, tandis que 2 larmes coulaient lentement de ses yeux clos, pour finir accrochées au bord de ses lèvres. Le pauvre garçon, dans sa misère, avait su jouir en beauté de ses derniers instants. À l'âge de 17 ans, il s'inscrit à la faculté de droit à Athènes. Mais il est vite exclu de l'université en raison de son adhésion au Parti communiste grec, le KKE. Il revient à Amaliada et se lance avec ferveur dans l'agitation communiste. Il dirige le soulèvement paysan de l'année 1936. Mon père avait 17 ans à l'époque où commencèrent les soulèvements des producteurs de raisins secs. Il n'avait presque plus de relation avec son père, qui était très autoritaire. Et ni l'un ni l'autre ne souhaitaient se revoir. L'année 1936 culmine avec la grève générale de Thessalonique au mois de mai. Le 4 août, le général Métaxas profite des troubles pour instaurer une dictature de type fasciste. Il fait arrêter, déporter et souvent torturer les communistes. Nikos Beloyannis évite de justesse la prison en effectuant son service militaire. Il a d'abord été officier de réserve. Mais quand le commandement a été informé de son action politique, il a été rétrogradé comme simple soldat. Envoyé à Patras, il a dirigé l'organisation militaire du parti. Incorrigible, il est bientôt emprisonné puis déporté pour son travail d'agitation dans l'armée. Libéré quelques mois plus tard, il récidive. Envoyé à Patras, la capitale du Péloponnèse, pour y organiser le parti clandestin, il se fait arrêter à nouveau en 1938. Condamné à 8 ans de détention, il est envoyé dans les terribles prisons d'Égine, puis de Nopli, où s'entassent des centaines de prisonniers politiques. La prison d'Akronopli était située au-dessus de Nopli. C'est là que, pendant la dictature de Métaxas, les communistes étaient emprisonnés. C'est aussi là que les liens entre eux se sont resserrés.
Le 28 octobre 1940, le général Metaxas refuse l'ultimatum de Mussolini qui lui enjoint de le laisser occuper la Grèce. C'est la guerre. Enfermé à Chronoplie, Beloyanis s'enrage de ne pouvoir prendre part à l'épopée glorieuse des armées grecques contre les Italiens, ni de défendre son pays contre l'invasion allemande en 1941. À l'armistice, Beloyanis est livré aux occupants. En décembre 1942, il est transféré par les occupants italiens dans le centre de détention de Corfou. Il y reste jusqu'au printemps 1943, quand, feignant la maladie, il est transféré à Athènes pour y être hospitalisé. Il en profite pour s'échapper. Revenu dans le Péloponnèse, il se dévoue corps et âme à la résistance, dans laquelle les communistes jouent un rôle primordial. Nikos Beloyanis devient commissaire politique de l'Hélas, l'armée de libération pro-communiste. Malgré son naturel débonnaire et jovial, il se montre implacable dans la menée du combat. Ainsi, plaide-t-il pour l'exécution d'un général allemand en visite dans le Péloponnèse. Beloyanis rapporte que les partisans savaient qu'il y aurait des représailles. Malgré cela, ils décidèrent que la guerre, c'est la guerre, et ils tuèrent le général allemand dans une embuscade. En représailles, les Allemands fusillent 200 otages communistes. Le 12 octobre 1944, les Allemands sur le point de perdre la guerre évacuent Athènes. La liesse populaire est de courte durée. Bientôt, les troupes britanniques affrontent l'Hélas pro-communiste qui refuse de désarmer et d'accepter le retour du roi. Après un mois de très violents combats, les communistes sont contraints de dissoudre l'Hélas. Nikos Beloyanis vit la libération et ses déceptions à Patras. Marié depuis peu avec une camarade de combat, il profite du répit qui suit l'armistice pour écrire fébrilement son livre prémonitoire « Le capital étranger en Grèce ». Le répit est de courte durée. Bientôt, les anciens résistants sont traqués par les anciens collaborateurs. Beaucoup sont contraints de reprendre le maquis. Imagine que tu as 15 ans, qu'on t'emmène la nuit dans une forêt, qu'on t'attache à un arbre et qu'on te tire dessus autour de la tête, en disant qu'on va te couper en morceaux, mettre du sel sur tes blessures, te violer et te faire plein d'autres choses encore. Tu comprends la situation ? Nikos Beloyanis doit vivre dans des conditions de semi-clandestinité. De tous les membres de la Fédération du Péloponnèse du KKE, seuls Beloyanis et un autre ont survécu. En mars 1946, le secrétaire général du Parti communiste grec, Nikos Zachariadis, prend la décision historique de boycotter les élections législatives et de reprendre la lutte armée. La guerre civile grecque, premier affrontement d'envergure de la guerre froide, a commencé. Beloyanis était commissaire politique. Il n'avait pas de rôle directement militaire, mais il tenait à participer lui aussi au combat. Il est l'un des seuls dirigeants communistes de haut rang à être blessé au combat. C'était assez grave. Un os du poignet était infecté. Il risquait la gangrène. Alors, il a pris un couteau et a coupé lui-même le morceau d'os infecté. Lâché par Tito qui vient de rompre avec Staline, harcelé par l'aviation américaine qui soutient l'armée gouvernementale, les communistes sont vaincus. Condamnés à l'exil, la déportation ou la prison, ils seront pendant près de 30 ans les parias de la société grecque. Combattant jusqu'au bout, Beloyanis est l'un des derniers à quitter la Grèce. Il rejoint en Albanie les rescapés de l'armée rebelle. Alors que ceux-ci attendent les cargos qui doivent les mener vers l'exil en Union soviétique, Beloyanis se voit confier la mission de retourner en Grèce avec quelques camarades. J'ai été choisi dans le groupe de Beloyanis pour retourner clandestinement en Grèce, à Athènes. Nous devions y reconstituer les organisations clandestines du parti et du mouvement ouvrier. Mais il s'avère impossible de rentrer directement en Grèce. Resté en Albanie dans l'attente d'un nouvel ordre de mission, Beloyanis s'éprend d'une jeune camarade, Marika. Il l'épouse sur le champ avec la bénédiction du parti. La vie conjugale avec Marika durera encore moins que lors de son premier mariage. Bientôt, Beloyanis doit quitter sa nouvelle compagne pour préparer dans d'autres pays communistes sa mission clandestine en Grèce.
Marika recevra quelques lettres libellées de Budapest. Ma petite femme bien-aimée, lorsque tu recevras cette lettre, je serai enfin au pays. Fini la rigolade. Lundi matin, je pars. Pour la dernière fois, je t'écris de bien apprendre tes leçons, notamment celles de technique, de morse et de contrefaçon. Parce que meilleur tu seras, plus vite tu partiras toi aussi. Je t'embrasse de tout mon cœur. Nikos, Budapest, le 20 mai 1950. Nikos Beloyannis arrive clandestinement à Athènes le 7 juin 1950 en provenance de Rome. La mission de Beloyannis était de venir en Grèce pour aider à la reconstruction des organisations illégales du parti, qui étaient alors infestées d'agents de la sûreté. Son contact à Athènes est Eli Papas, la séduisante jeune femme d'un dirigeant communiste en exil. Il n'est pas insensible à ses charmes. Eli l'emmène chez un écrivain sympathisant du parti. J'ai connu Nikos Beloyannis lorsqu'Eli l'a amené chez nous, sous le nom de Kostas. Monsieur Kostas, pour moi. Un homme sympathique, plutôt réservé, calme et parlant peu. Beloyannis y rencontre Nikos Ploumbidis, le dirigeant du parti à Athènes qui s'y cache. Mon père, quand Beloyannis arrive à Athènes, se trouve déjà depuis 4 ans dans une totale clandestinité. Ils se rencontrent et s'entendent tout de suite très bien. Ils ont presque la même approche des choses. Ils travaillent ensemble à la reconstruction de l'organisation communiste clandestine, malgré les mises en garde de Zachariadis, le secrétaire général du Parti communiste en exil. Zachariadis n'était pas d'accord avec la politique suivie par Ploumbidis en Grèce. Il a envoyé Beloyannis pour remplacer Ploumbidis. C'est là qu'on voit le charisme de Beloyannis. Sans entrer en conflit avec Zachariadis, il a réussi à prouver que Ploumbidis faisait bien son travail. La mission de Beloyannis ne se limite pas à une activité clandestine. Il doit aussi œuvrer à la formation d'une large coalition de gauche légale. Il a été en contact avec beaucoup de monde, pas seulement dans le réseau du parti. Il n'avait jamais habité à Athènes et était inconnu de ses services de police. C'est pourquoi il circulait librement. Plus librement sans doute que les conditions de clandestinité ne l'imposaient. Le 20 décembre 1950, alors qu'il se rend à un rendez-vous dans une cage du parti, il comprend au signe convenu que celle-ci a été découverte. Passant devant une deuxième cache, il décide d'aller l'inspecter. Tout semble normal. Les signes indiquant que l'accès est sûr sont en évidence. Le plus facile, c'était les volets. Ou le rideau, s'il était comme ci ou comme ça, s'il était ouvert ou fermé. À peine entré, il est arrêté par des agents de la sûreté en embuscade. Le lendemain, Eli Papas, très inquiète de la disparition de Beloyannis, part à sa recherche dans la cache où il s'est fait arrêter. Elle tombe elle aussi dans le piège. Quelques jours plus tard, les photos de Nikos Beloyannis et d'Eli Papas s'étalent sur les murs de la ville. La presse jasera bientôt de la grossesse d'Eli Papas, diagnostiquée en prison, fruit de ses amours illégitimes avec Nikos Beloyannis. Ça a fait scandale, parce qu'il était marié, et Eli aussi. L'idylle se poursuivra dans les geôles de la section spéciale de la Sûreté, où ils resteront 10 mois en isolement total. Ils étaient dans des cellules presque voisines. Pour communiquer, ils écrivaient avec des allumettes brûlées sur des bouts de papier. Je pense que la vie doit avoir 3 choses essentielles. La grandeur, la beauté et l'émoi. La grandeur est dans la lutte pour une vie meilleure, quand on se bat en première ligne pour elle. La beauté est dans tout ce qui hante ma vie. La musique, les fleurs, la poésie. Et l'émoi, c'est un amour comme le nôtre. Au milieu de l'été, Eli est transféré sous haute surveillance dans une maternité d'Athènes. Elle y donne naissance à un fils. Il s'appellera Nikos comme son père.
Moi, je suis né le 23 août 1951. Et quand il a été exécuté, j'avais 8 ou 9 mois. Elie devra attendre le 19 octobre pour le présenter à son père, dans l'antichambre du tribunal où s'ouvre leur procès. Ils sont jugés par un tribunal militaire d'exception. Les juges sont triés sur le volet. Parmi eux, le commandant Georges Papadopoulos, le fomenteur du coup d'État militaire, qui en avril 1967 instaurera la dictature des colonels. Il voulait du sang. Il voulait exterminer tout ce qui résistait en Grèce. Il y avait le juge d'une cour martiale qu'on avait surnommé la mort, car il criait sans cesse « à mort ». Outre Nikos Beloyannis et Elie Papas, 91 personnes sont accusées de tentatives de renversement violent de l'ordre social, de prosélytisme et d'espionnage au profit du Parti communiste. Beloyannis se défend avec panache. Il fait le procès de ses accusateurs. Il avait le don de convaincre. Ainsi, 3 des accusés qui avaient craqué à la sûreté ont révoqué leur déposition sous l'influence de Beloyannis. Tout est joué d'avance. Le 16 novembre 1951, le tribunal condamne Beloyannis, Elie Papas et 8 de leurs camarades à la peine capitale. Le lendemain, le général Plastiras, le nouveau Premier ministre, déclare que les condamnés ne seront pas exécutés. Il vient d'être élu sur un programme promettant l'abolition de la peine de mort et des tribunaux d'exception. Les services américains et l'entourage du roi sont furieux. Heureusement, ils ont pris leur devant. On est dans une période où la guerre froide est à son paroxysme. Le conflit entre les deux camps antagonistes est maintenant débridé. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1951, les forces de la sûreté, guidées par les Américains, découvrent un émetteur clandestin du Parti communiste dans le quartier de Glyfada. On nous a arrêtés à cause des émetteurs. Ils étaient dans la maison. C'est là que je vivais. Je participais au travail clandestin. Mon rôle était de faire le guet. La nuit suivante, un deuxième émetteur clandestin est découvert dans le quartier de Kalitea. Les dates sont révélatrices. Le 14 novembre, on repère l'émetteur de Glyfada. Le 15, celui de Kalitea. Et le 16, le tribunal rend son verdict. On va donc tout de suite vers un deuxième procès. La presse jubile. Elle avance que les émetteurs radio auraient transmis des informations militaires stratégiques à l'Union soviétique. Les Américains et le monde dit libre voulaient éviter de faire des procès politiques. Ils préféraient de beaucoup l'accusation d'espionnage. C'est une accusation qui a déjà été employée à l'époque aux États-Unis. Les Rosenberg viennent d'être condamnés à mort pour espionnage. Le 15 février 1952, Beloyannis et 28 de ses camarades sont de nouveau traînés en justice. Cette fois, devant le tribunal permanent des armées, pour haute trahison. Ils sont accusés d'espionnage en faveur d'une puissance étrangère. On ne disait pas que tu étais un espion soviétique, mais un espion du communisme mondial. Beloyannis écoute impassible l'acte d'accusation. Il serre dans ses mains un œillet rouge que lui a offert sa compagne et co-accusée Elie Papas. Prenant la parole à son tour, il réfute avec pugnacité les accusations de la Cour. Le Parti communiste est un parti patriotique avec des titres de gloire qu'aucun autre parti grec ne peut présenter. Car sur l'autel de l'indépendance et de la liberté de la Grèce, il a offert un immense sacrifice. C'est pourquoi les balles du peloton d'exécution ne nous tuent pas, nous. Elles assassinent la paix et l'honneur de la Grèce. Le 1er mars 1952, le tribunal rend publique sa sentence. 8 condamnations à mort, dont celle de Nikos Beloyannis, d'Elie Papas et de Takis Lazaridis. Les accusés apprennent le verdict dans leur prison de Kalitea. L'émotion suscitée par cette annonce est immense. Dans le monde entier, Beloyannis est en train de devenir un symbole. Le dessin fait par Picasso à Paris a permis
un peu comme Che Guevara plus tard, de diffuser son portrait, le portrait d'un héros dans le monde entier. Dans leur prison, les 8 condamnés à mort attendent avec résolution et sang-froid leur sacrifice. Avec Beloyanis, on était dans une cellule. Dans les autres cellules, il y avait les autres condamnés à mort. On était 8 au total. On ne pouvait pas se voir, mais on pouvait s'entendre. Eh bien, Elie et Nikos organisaient un programme de chant, de jeux littéraires. Nikos Plombidis, le chef clandestin du parti en Grèce, adresse une lettre à la sûreté. Il prend sur lui la responsabilité de l'affaire des émetteurs et propose de se rendre si Beloyanis et ses camarades sont graciés. La lettre de Plombidis pour sauver Beloyanis est un acte politique. Si Plombidis se rendait, 2 dirigeants communistes importants auraient été incarcérés. Il aurait été très difficile de les exécuter. Le gouvernement aurait eu beaucoup de mal à l'assumer politiquement. L'espoir suscité chez les défenseurs de Beloyanis est de courte durée. La lettre de Plombidis violait les règles de clandestinité adoptées par les dirigeants du Parti communiste. Elle fut donc dénoncée par eux comme un fou. Le soir, on a entendu la voix de la vérité. La radio officielle du parti en exil déclarait que Plombidis était un traître. Ruinant ainsi tout espoir de révision du procès, Zachariadis, le secrétaire général du parti en exil, donne de fait le feu vert à l'exécution de Beloyanis et à l'arrestation de Plombidis. Après la défaite de la guerre civile, Zachariadis avait besoin d'un héros et d'un traître. Il a donc distribué les rôles. Il y a eu beaucoup de sang versé durant la guerre civile, mais il n'y avait pas encore de héros le symbolisant. Beloyanis sera ce héros. Abandonné et calomnié par ses anciens camarades, Plombidis sera arrêté, condamné à mort et fusillé le 14 août 1954, en criant sa fidélité au parti. Bien sûr, ça aurait pu être l'inverse. Mon père, le héros, et Beloyanis, le traître. Beloyanis accepte stoïquement la décision du secrétaire général qui l'envoie au supplice. Le parti doit avoir ses raisons, pense-t-il. À l'époque, le parti a toujours raison. Le 28 mars 1952, le Conseil des grâces rend sa décision. Seules 4 demandes de grâce, dont celle d'Eli Papas et de Takis Lazaridis, sont acceptées. La nuit du samedi 29 mars, les prisonniers dorment paisiblement dans leurs cellules. Le lendemain, c'est dimanche. Et en Grèce, on n'exécute jamais le dimanche. Vers 2 heures du matin, un bruit nous a réveillés. Des bruits de pas, de serrures, de portes qui s'ouvrent. Ils sont arrivés à notre porte et une escorte est entrée. On s'est immédiatement levé et Beloyanis, la seule chose qu'il a dite au gardien, avec un sourire amer, « On va prendre l'air, hein ?» Le gardien a juste hoché la tête. À côté, on entendait Elie crier « Laissez-les! Laissez-les !» À 3h48, le fourgon transportant les prisonniers arrive au camp militaire de Goudi, suivi d'un convoi de voitures. On installe les 4 condamnés pour le supplice. 24 canons de fusil visent leur poitrine. À 4h12, la salve est tirée. Il était une légende pour le mouvement populaire, une légende pour le mouvement communiste. Mais il était avant tout un être humain. L'autre enseignement est d'ordre politique. Il concerne le parti et la légèreté avec laquelle il a instrumentalisé le dévouement de ses fidèles. Ça prête à débat. Les gens se sacrifiaient et le monde ne s'améliorait pas. Au final, on a une pyramide de sacrifices et plus ça va, plus ça empire. Maintenant, il y a beaucoup de monde à qui mon nom de famille ne dit rien. Beloyanis est mort pour ses idées. L'idée est excellente, argueront certains.
Le paradis sur terre pour lequel il s'est offert en sacrifice ne s'est-il pas révélé pire que l'enfer? Facile aujourd'hui de se railler des illusions du passé. Encore faut-il faire preuve du courage qu'elle suscitait alors pour aborder les défis du présent. De ce courage dont Beloyanis est le nom. À la différence des premiers chrétiens qui acceptaient le martyre et la mort, dans l'espoir d'accéder au royaume des cieux, les communistes donnent leur vie sans rien espérer en retour. Ils la donnent pour que l'humanité vive des lendemains plus heureux qu'eux-mêmes ne vivront pas.